Madame, Monsieur, bonjour. Et si c'est la première fois que vous nous suivez ou vous nous regardez, n'hésitez pas de vous abonner pour suivre régulièrement nos différentes émissions, mais pourquoi pas l'actualité au niveau national qu'au niveau provincial dans l'espace Kasaï. Aujourd'hui, Parlons-en nous amène dans les deux provinces, le Kasaï oriental et le Kasaï central. Dans ces deux entités de la République démocratique du Congo, les ouvrages naissent du jour le jour. Les marchés, les écoles, et nous en passons les meilleurs. Et c'est depuis 2013 que la République démocratique du Congo, la RDC, a signé des accords avec la Banque africaine de développement, BAD, pour la construction des infrastructures sociales de base. Et par rapport à ces entreprises, par rapport à ces ouvrages, combien ont été déjà construites depuis le début de ce projet? Où également ces ouvrages ont été construits et quel est l'impact de ces ouvrages dans la société? Nous en parlons dans ce numéro de Parlons-en avec notre invité. Il s'agit de Deon Sunzu Kawakantanda, ingénieur civil en hydraulique et construction hydraulique. Il est spécialiste en eau et assainissement. Il est également coordonnateur du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises. En mission dans l'espace Kasaï, il nous a accordé cette chance de lui poser quelques questions afin d'éclairer l'opinion. Il est déjà avec nous sur ce somptueux plateau de Coulus TV. Monsieur Deo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, la toute première question qui me vient à l'esprit, c'est que projet des renforcements des infrastructures socio-économiques, c'est quoi exactement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question posée. Prise, comme vous l'avez dit, c'est une abréviation qui veut tout simplement dire projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC. Et c'est un projet qui bénéficie d'un financement du groupe de la Banque africaine de développement, qui est un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Voilà un peu pour répondre à votre première question. Et quand vous parlez de la construction ou renforcement des infrastructures sociales de base, c'est quel type d'infrastructure? Oui, les infrastructures socio-économiques de base, vous savez, il s'agit là des écoles, des centres de santé, des latrines pour ce qui est de l'assainissement et de l'adduction en eau potable en milieu rural. Voilà un peu les ouvrages. Mais je voulais un peu plus apporter un peu de précision, d'éclaircissement à la première question. Prise, c'est un projet qui est logé au sein du ministère du Développement rural sous la coordination nationale à ma personne. Donc nous avons une équipe qui est basée dans la zone centre de la zone d'intervention du projet, c'est-à-dire ici en Mbuji-Mayi. Nous avons une coordination provinciale et nous avons une autre coordination provinciale au niveau des Kananga qui, elle, supervise l'ensemble de ces ouvrages dont je venais tout à l'heure de citer, à savoir les ouvrages socio-économiques de base. Vous êtes en mission dans l'espace Kasaï, ça fait quelques jours déjà. C'est quoi la mission qui vous amène? Oui, la mission qui nous amène, c'est une mission qui entre d'abord dans les cadres de nos objectifs assignés au départ, à savoir celle de la supervision de ces ouvrages construits, la remise de ces ouvrages par les bénéficiaires. Mais plus spécialement, cette fois-ci, nous sommes arrivés avec le ministre d'État en charge du développement rural, son Excellence Monsieur François Robota, qui est venu lui-même d'abord se rendre compte de ce que le projet a réalisé et enfin remettre aux bénéficiaires, à savoir les provinces qui vont assurer ensuite la gestion et la pérennisation de ces ouvrages construits dans le cadre du projet Prise. Alors, Prise, pourquoi seulement dans l'espace Kasaï et non ailleurs? Oui, pourquoi seulement dans l'espace Kasaï? Parce qu'il faut rappeler à l'initiale, lorsque les accords ont été signés en 2013,
c'est sur base de l'évaluation de la situation d'une manière générale sur l'ensemble du pays et d'une manière particulière dans la zone centre de la République démocratique du Congo. La zone centre de la RDC, d'après les études qui ont été menées, ont relevé les taux d'accès faibles à l'éducation à son temps, ont relevé un taux faible d'accès à l'eau potable, un taux faible d'accès aux soins de santé. Et c'est dans ces cadres-là que le projet a été initié, c'est-à-dire le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère des Finances, qui est le gouverneur pays, qui a sollicité auprès de son partenaire un appui en don pour l'appuyer en vue de relever les taux d'accès, les indicateurs de ce dont je venais de vous citer tout à l'heure, c'est-à-dire par la construction des écoles, centres de santé, latrines et l'adduction en eau potable. Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait depuis que ce projet est mis en place, depuis 2013? Depuis 2013, il faut rappeler, depuis 2013, je vais beaucoup plus parler en termes de réalisation, je vais vous épargner des procédures administratives. Ouais. En termes de réalisation, le projet PRISE, je peux les catégoriser en deux zones d'intervention, c'est-à-dire un milieu rural, d'abord, puisque c'est l'une de ses objectifs principaux, et un milieu urbain. Je vais commencer par le milieu urbain et périurbain, ce qui a été fait dans le cadre du projet PRISE. Aujourd'hui, le projet PRISE, beaucoup peut-être ne le savent pas, la voirie urbaine de Chikapa a été réalisée par le projet PRISE. C'est une des premières voiries, c'est une des premières routes qui a été faite depuis l'époque coloniale. Et cette route, elle tient jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle a été réceptionnée en 2016. Donc, Chikapa, c'était une ville qui a été menacée par des érosions et l'aéroport devait même partir par après. Le projet PRISE a amené les travaux de lutte anti-érosive. Vous allez constater qu'il y a des déversoirs qui ont été construits, il y a des murs de soutènement qui ont été construites et aussi le projet PRISE a dû sécuriser les réservoirs d'eau de Kanzala, de Dibumba, construites dans le cadre construites par la régie des eaux. Et nous avons appuyé aussi les travaux d'adduction en eau potable de la ville de Chikapa, notamment par la fourniture des intrants pour le traitement de l'eau à distribuer à la population. Nous avons également aussi, toujours à Chikapa, fourni l'énergie pour faire fonctionner la station de captage, la station de repompage de Chikapa. Donc le projet PRISE, ça c'est pour ce qui est du volet urbain. Mais je vais aussi enchaîner pour toujours ces interventions en milieu urbain, c'est-à-dire ici à Mbuji-Mayi. Le projet PRISE a ici comme mission de réhabiliter, de placer les réseaux de conduite pour l'adduction en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi, pour une partie d'à peu près 60% de consommation au niveau de la ville de Mbuji-Mayi, parce qu'il n'est pas le seul intervenant du point de vue répartition de bailleurs qui interviennent avec la Banque africaine de développement. Ça, ce sont ces interventions en milieu urbain. À Kinshasa, il faudrait que je le précise aussi, le projet PRISE a construit la direction de l'hygiène aux frontières. Kinshasa qui n'est pas l'espace Kassai. Oui, parce que c'est une exception. C'est un appui ouais. Qui avait été inséré parce que vous savez, le projet PRISE est piloté par 15 ministères. Où vous retrouvez la santé, l'éducation, l'intérieur, vous allez retrouver le ministère du Développement rural qui assure la présidence du pilotage de ce projet, il y a le ministère de l'Agriculture et autres ministères qui interviennent dans ce cadre du projet. Donc, dans les négociations, il a été prévu pour appuyer la direction de l'environnement à cette époque-là, au niveau du ministère de la Santé, construire cette direction-là. Donc, ce n'est qu'une intervention, comme on dit, un grain de sable, en termes d'intervention en milieu urbain. Ça arrive puisque ces interventions dépendent des négociations qui ont été faites. Alors je vais revenir beaucoup plus dans l'essentiel des interventions de mission principale du projet PRISE, à savoir l'intervention en milieu rural. Alors le projet PRISE en milieu rural, nous l'avons cité tout à l'heure, les ouvrages de base. En milieu rural, il était question à ce que le projet PRISE construise 60 écoles. Ces écoles sont construites et équipées, ça il faut le préciser. Donc c'est déjà fait. Ces 60 écoles sont construites et équipées dans l'espace Grand Kassai, dans les 5 provinces aujourd'hui. Lomami, Sankuru, Kassai, Kassai central et Kassai oriental. Donc, vous allez circuler dans les territoires, vous trouvez que ces écoles sont construites. Nous l'avons équipées en mobilier scolaire, en mobilier, donc le banc pour les bureaux,
Et ces écoles sont éclairées, ça il faut le rajouter aussi, avec l'éclairage solaire. Ça c'est une des premières aussi. Vous trouverez que le projet PRISE a construit 60 centres de santé. Ces 60 centres de santé, pour nous ce sont des centres de santé, mais aujourd'hui, dans certains coins reculés, sont utilisés comme hôpitaux ou centres de référence pour certains milieux. Et ces centres de santé de même ont été équipés. Donc, ces centres sont déjà construits, vous les confirmez? Sont construits, je peux confirmer. Donc, à la limite, nous pouvons vous remettre la cartographie parce que comment nous avions procédé au départ, peut-être que je vous ouvre une petite parenthèse, ces sites sur lesquels le projet PRISE intervient ont fait l'objet d'une validation. D'abord, il y a eu des missions d'identification de besoins dans la zone, parce que peut-être que vous me direz, pourquoi d'autres ici, pourquoi dans telle zone, pourquoi dans telle zone. Ouais. On a d'abord identifié la zone centre, mais au sein de la zone centre, il y a eu des priorités aussi en termes de besoins. C'est ainsi qu'à son temps, une mission d'identification d'abord a été organisée. Il y a eu plusieurs sites qui ont été retenus, mais il fallait valider ces sites pour voir où est-ce que c'était nécessaire, puisque selon les interventions ou l'appui du partenaire a dit, bon, c'est 60 centres de santé, mais vous n'allez pas en placer 2 ou 3 au même endroit suivant les besoins. Donc ça, c'est un détail que je voulais apporter. Là, je referme la parenthèse. Voilà. En dehors de ces 60, je voulais, excusez-moi, rajouter rapidement... 60 écoles, 60 équipées, centres de santé 60 centres de santé équipés. Je dois préciser, quand on dit équipés, lit, il y a des mini-laboratoires, frigo solaire et énergie solaire. Tous les matériels possibles. Tous les matériels possibles. Pour les laboratoires, pour la maternité. Exactement. Partout. Pour un fonctionnement d'un centre de santé et non d'un hôpital. Aujourd'hui, quand nous allons en mission de supervision, nous trouvons que ce sont devenus des hôpitaux, un hôpital ou un centre de référence. Et la compréhension de foi, c'est que non, un hôpital doit avoir ceci. Nous recadrons ces choses pour que les bénéficiaires comprennent cela. En dehors de ces centres de santé, il y a eu des latrines publiques qui ont été construites. Les latrines que nous avons construites au marché public. Combien à peu près? 505 latrines. C'est très important. 505 latrines. Sur tout l'espace Kassaï? Sur tout l'espace Kassaï dans les 5 provinces, c'est-à-dire dans les territoires, dans les centres, dans les hôpitaux de référence, dans les bureaux des AT à côté. Donc, ce sont 505 latrines qui ont été construites. Ça, ce sont des interventions en milieu rural. Mais l'intervention, encore, je dirais, la plus importante de toutes en milieu rural, il s'agit ici de l'addiction en eau potable. Vous allez circuler, je crois que vous en avez vu ici à Chile, à Lupatapata, à Lukalaba, ouais, à Chibombo, à Miabi, ainsi. Nous sommes en train d'ériger des châteaux d'eau qui ont des capacités allant de 500 mètres cubes à 40 mètres cubes, suivant les besoins dans la zone localisée. Et ces châteaux d'eau sont remplis par soit des aménagements de sources, soit par des forages. Et ces châteaux d'eau desservent des agglomérations de plus de 20 000 habitants. Je l'ai dit très bien ici. Plus de 20 000 habitants. Plus de 20 000 habitants, parce que Miabi, ils sont à 40 000. Ce que nous avions eu comme information récemment, ça demande encore des vérifications. Et avec un réseau, parce qu'il ne suffit pas seulement de construire ces châteaux d'eau, il y a des réseaux, qu'on dit bien les réseaux de distribution, dont il est prévu des branchements particuliers, c'est-à-dire les parcelles doivent être connectées et pour certains déjà les réseaux sont posés et quelques bornes fontaines. Nous ne donnons pas plus la particularité aux bornes fontaines, mais au moins nous apportons un développement, c'est-à-dire que chaque ménage peut se connecter à ces réseaux et c'est vérifiable sur terrain. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à l'adduction d'eau? Combien d'ouvrages PRISE doit construire à travers l'espace? Pour les ouvrages d'eau, donc nous sommes partis dans la logique de 60 aussi. Donc il y a 60 mini-réseaux d'adduction en eau potable. Nous les appelons mini parce que c'est un milieu rural, mais je vous dirais que ça dépasse des réseaux de certaines villes. Je prends le cas de Lukalaba. À Lukalaba, nous avons posé 7 km de conduite. De l'autre côté, dans l'espace Kassaï central, à Zapo, à Luandanda, Tambo-Saint-Bernard, ce sont des réseaux qui varient de 8 à 3 km. Miabi, c'est plus de 7 km. Donc, on ne va pas me dire que ce sont des mini-réseaux, puisqu'il n'y a pas un autre réseau qui est existant sur place pour que nous appelons celui-là mini-réseau. Mais c'est les termes techniques que nous utilisons, que nous appelons mini-réseau, c'est par rapport au dimensionnement, par rapport aux conduites. Voilà un peu. 60 mini-réseaux d'adduction, c'est-à-dire avec 60 châteaux d'eau. Est-ce que c'est suffisant? Amplement suffisant pour l'espace Kassaï, vous estimez? Bon, il faut dire ceci. Il faut dire que c'est un projet et
Dire que c'est suffisant, oui, par rapport au dimensionnement qui a été prévu, parce que ces réseaux n'ont pas la même capacité en termes de stockage d'eau. Je prends les cas, puisque lorsque nous évaluons, nous sélectionnons un site sur base d'un critérium, c'est-à-dire la population dans la zone. Si elle est estimée à 60, à 20 000 ou à 18 000 habitants, voilà la capacité qu'il faut. Il y a des calculs qu'il faudrait faire. Nous estimons que nous pouvons desservir l'entièreté de la population. Donc je peux dire que oui, c'est suffisant pour les points qui ont été sélectionnés. Mais les besoins restent encore énormes parce que le projet PRISE, il faut l'avouer, c'est un projet pilote qui a sa première expérience, qui donne aujourd'hui les résultats qui sont positifs. Alors vous avez dit par rapport au centre de santé, ça a été fait, donc les 60 sont déjà construits, oui. Les écoles également, les latrines, vous avez déjà terminé. Est-ce que en matière d'adduction en eau potable, les 60 mini-réseaux ont déjà été construits ou c'est en cours? Alors, pour les 60 mini-réseaux, je n'ai pas dit ici qu'ils sont, ils sont finis, ils sont en cours. Pourquoi? Parce que il faut vous dire que dans les procédures, d'abord, il faut préciser, c'est très important aussi, PRISE, ce n'est pas une entreprise. PRISE, c'est un projet qui, lui, dépend premièrement du gouvernement congolais et des partenaires, du partenaire, à savoir la Banque africaine de développement. Et les procédures, il y a des procédures d'acquisition. C'est-à-dire, PRISE sélectionne par un appel d'offres international ou national des entreprises qui répondent à une compétition bien déterminée et ces entreprises viennent pour l'exécution de ces travaux. Donc, pour répondre à votre question, ces procédures font que vous pouvez relancer un processus qui a été infructueux et qu'on n'a pas pu recruter parce que nous n'avons pas trouvé une entreprise compétente. Ça, c'est un. De deux, je vais peut-être parler à la fin ici des difficultés qui font que l'accès dans la zone est beaucoup plus compliqué et qui, à des moments, chambarde un peu les calendriers d'exécution. Donc, à ce stade ici, en termes de réseau, les 60 réseaux, je ne peux pas confirmer ici que tous les 60 réseaux d'adduction en eau potable sont finis. Voilà, nous allons d'abord jeter un coup d'œil sur ce qui a été fait durant votre séjour dans l'espace Kassai. Vous avez commencé votre séjour par la ville de Mbujimayi. Mbujimayi, vous avez visité Chibombo, donc du côté PMKO, quelques infrastructures que vous avez pu visiter là-bas, les marchés également. Comment vous avez été accueilli par la population et quel a été votre sentiment à cette cérémonie de remise de ces ouvrages? Parce qu'après Chibombo, bien évidemment, vous êtes parti à Lukalaba et à Chilingue. Oui, ce que je voudrais ajouter ici, ces mini-réseaux qui sont construits, avant de répondre à votre question, ouais. Nous avons estimé qu'il fallait les adjoindre de ce que nous appelons, nous, les espaces à vivre. Les espaces à vivre, c'est constitué des marchés, je vais maintenant revenir à votre question, ouais. Des marchés, des boutiques, moulins, abattoirs, espaces pour des bottoirs, et tout cela éclairé bien sûr par l'énergie solaire. Et c'était dans l'optique de pouvoir regrouper la population et apporter une modernisation là-dessus. Donc vous constaterez que les ouvrages que nous avions remis récemment aux bénéficiaires par le biais de son Excellence le ministre d'État, ministre du Développement rural, nous avons trouvé de l'espoir. Ça c'est la première des choses que nous pouvons dire. Et vous savez, lorsque nous avons commencé ces réalisations, beaucoup ne croyaient pas. Beaucoup ne croyaient pas, et aussi nous voudrons vous dire qu'il y a même certaines entreprises qui ont abandonné parce que c'était difficile pour eux acheminer les matériaux dans la zone. À l'époque, le prix des ciments coûtait $50 ou $55. Il y a certaines entreprises qui n'étaient pas prêtes à soumissionner et aller dans l'exécution de ces travaux. Donc auprès de la population, nous avons constaté une très très grande joie, ça il faut le dire, et aussi ils ne se sentent plus oubliés par le gouvernement central et ils ont de l'espoir aujourd'hui avec le gouvernement actuel qui fournit des efforts en vue de pouvoir apporter encore plus d'espoir auprès de la population. De Mbujimayi à Chilingue, en passant par Lukalaba, vous avez également fait Miabi, ouais, et puis Kabeya Kamwanga. Kabeya Kamwanga, vous avez cherché, je l'ai suivi dans les discours du ministre d'État, ministre en charge du développement rural, François Robota, qui a voulu baptiser le marché, donc l'espace à vivre, comme vous l'avez appelé, Étienne Tshisekedi. Et il a même expliqué que c'était pour l'immortaliser en fait.
Et quand vous avez quitté Kabea Kamanga, vous êtes parti dans le Kasaï central. Et là encore, c'est un autre marché, un autre espace à vivre que vous allez baptiser cette fois-là Marthe Kassalo. Un peu de flatterie, hein? Non, je pense que dans son discours, son Excellence a... D'abord, je dois préciser, il n'a pas voulu baptiser, il a baptisé. Il a baptisé. Il a baptisé. C'est le marché Marthe Kassalo, marché Étienne Tshisekedi. Vous savez, un peuple, nous sommes techniciens, nous sommes beaucoup plus techniques. Mais ce que j'ai retenu dans l'acte qu'il a posé, c'est une façon de remémorer d'abord le peuple sur le fait que l'histoire, l'on ne peut pas la réécrire deux fois. Et les honneurs doivent revenir à ceux qui ont écrit l'histoire de ces pays. C'est tout ce que j'ai retenu dans son discours. Et de ces faits, il y a une façon à chacun de nous de remercier ceux qui ont servi de piliers de ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est de cette façon-là, en passant par Kabea Kamanga, que son Excellence a décidé de pouvoir baptiser cet espace à vivre du nom de le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, puisque ce marché qui est construit, nous pouvons aussi dire, c'est dans la zone ou à côté même du lieu où lui a habité, puisque sa maison est à quelques mètres, pratiquement 5 ou 10 mètres. C'est supposé que quand il était là, s'il devait acheter soit un rasoir bic ou peut-être la cacahuète qui manquait pour le déjeuner, on s'adressait à ces marchés-là qui étaient en état de paille, qu'aujourd'hui le projet prise en a construit l'a rendu moderne. Je pense que c'est justifié l'acte qu'il a posé. Bon, ça c'est une question que vous lui poserez aussi. Alors, 158 millions de dollars américains, coût global de projet prise. Est-ce bien ça ou vous avez un autre chiffre? Non, c'est 158 millions de dollars américains à son temps, lors de la signature des accords. Ouais. Ces 158 millions de dollars sont répartis en différentes composantes. Donc ici, lorsque nous avions commencé, je me suis beaucoup plus attardé sur l'une des composantes. N'oublions pas que le projet prise, comme je l'ai dit, a trois composantes essentielles. Il y a la composante des infrastructures, développement des infrastructures, dont vous retrouvez ces interventions en milieu urbain et rural. Il y a la composante études et renforcement des capacités. Dans cette composante, il y a des études, puisque ça, des fois, nous ne voyons pas. Le projet prise a mené de grandes études, notamment à la frontière, sur la rivière Lovois, ces études a pour objectif, ce sont des études menées pour la construction d'une microcentrale hydroélectrique sur la rivière Lovois. Ces études ont été menées par une firme, à l'époque, une firme groupement française et belge. Ces études ont été remises au ministère des Ressources hydrauliques et pour enfin mobiliser les financements s'il faudrait construire. Ça, c'est très important. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées du suivi, par exemple, du bassin des eaux de la rivière Kasaï. Il y a plusieurs autres études comme ça qui ont été menées dans le cadre du projet prise. Il y a aussi l'aspect renforcement des capacités. Il y a tout un tas qui constituent ces montants-là. Mais il faut préciser ici, nous, au niveau du partenaire, nous utilisons la monnaie qu'on appelle l'unité de compte, qui a un taux de conversion en dollars américains. Donc, ces 158 millions de dollars américains, c'est le taux initial. Aujourd'hui, avec les fluctuations, donc ça ne représenterait plus, ici il y a des fluctuations de près de 12%. Ouais. Donc ce n'est plus, il faut qu'on précise bien, ce n'est plus les 158 millions de dollars, il faut calculer, vous allez trouver les montants qui correspondent actuellement pour le montant du projet prise. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour la gestion de ces fonds? Un mécanisme vraiment bien. Effectivement, il y a un mécanisme, d'ailleurs je vous dirais efficace, pour vous dire que même un stylo que nous utilisons au niveau du projet prise est répertorié. Ce mécanisme est répertorié et le mode de gestion est très, comme je dis, très drastique, puisque le projet d'abord dans son ensemble est audité annuellement par une firme internationale qui est recrutée, qui a pour mission d'orienter, qui a pour mission d'alerte, qui a pour mission de corriger si, au niveau de la gestion, cela a été fait ou pas bien fait. Le projet prise aussi rend compte annuellement au gouvernement congolais par les comités qui avaient été décidés en son temps aux différents 15 ministères. Et les projets prise, d'abord, trimestriellement, envoient des rapports de suivi d'activités financières aux différents de ces... Et aussi, en termes de suivi, le projet prise, vous savez, toute action qu'il faut mener, il faut demander l'avis de non-objection de la banque,
qui, lui, finance ces projets. Nous avons un auditeur interne qui suit au quotidien les réalisations que nous faisons. Nous avons des missions de contrôle qui ont été recrutées. Donc, je veux dire que les mécanismes tels que c'est placé au niveau du projet prise, je peux affirmer ici que ce sont des mécanismes solides qui aujourd'hui aboutissent aux résultats que vous pouvez constater à ces jours. Donc la gestion de ces fonds est transparente. La gestion est, je dirais encore, totalement transparente. Parce que nous avons même un site internet que nous avions créé sur lequel nous mettons tout ce que nous avons comme rapport. Et nous répondons à toutes les questions possibles parce que vous savez qu'en matière d'argent, il y a toujours des spéculations. Alors, un autre détail qu'il faut apporter, que nous avons fait pour minimiser les risques, toutes les entreprises qui exécutent les travaux dans le cadre du projet prise ont des garanties qu'ils présentent au niveau du projet. Et nous ne nous payons que ce qui est exécuté. Nous ne payons pas en avance, nous ne payons que ce qui est exécuté. Et même si nous payons en avance, il y a une garantie d'avance qui est émise par une institution financière pour justifier le fait qu'il vous sera difficile de trouver un ouvrage inachevé dans le cadre du projet prise. Ça, c'est un de deux. Il vous sera difficile de pouvoir dire qu'il y a eu détournement des fonds dans le cadre du projet prise, parce que les mécanismes de sécurisation, je pense que c'est une expérience, comme je dis, c'est un projet pilote, c'est une expérience que le gouvernement congolais et son partenaire là-bas ont essayé de mettre en place pour essayer de sécuriser les fonds des partenaires. Et une petite question qui me vient à l'esprit, parce que ça fait la une, hein, quand vous entendez parler de Jules Alinguetti, ça fait frustrer un peu certaines personnes qui tremblent. Est-ce que les coordonnateurs du projet prise de Onsunzu Kawakantanda ont aussi peur de l'IGF? Non, vous savez, je pense que l'IGF est tout à fait dans ses missions de pouvoir inspecter la gestion des fonds du trésor public, ce qui est mis à la disposition. Parce que ces fonds, il faut dire que c'est un fonds de la population congolaise. Le projet prise a défini déjà ces mécanismes avant même qu'aujourd'hui qu'on puisse parler de l'IGF. Parce que le projet prise, au niveau du ministère des Finances, transmet régulièrement. Ce que d'autres projets ne le font pas. Ça, il faut que je le précise ici. Transmet régulièrement ses rapports de gestion d'activité financière. Et il présente régulièrement ses plans budgétaires annuels. Régulièrement pour le suivi. Donc, c'est d'abord pour nous une très grande joie d'apprendre qu'aujourd'hui, les mécanismes d'inspection et de suivi sont mis sur pied. Et ils existaient déjà au départ, ça il faut le préciser. Ces mécanismes existaient déjà au départ, mais pour nous aujourd'hui, nous sommes très contents du fait que lorsque ce mécanisme de suivi est mis en place, ça permet d'aboutir aux résultats et aux réalisations. Donc, la plus importante chose qu'il faudrait retenir ici, avoir peur ou n'avoir pas peur, ça c'est autre chose. Vous savez, quand vous faites votre travail, vous êtes conscient que votre travail est fait pour l'atteinte des objectifs. Mon frère, vous avez circulé dans la ville, circulé en milieu rural, vous allez vous rendre compte de la souffrance qu'a cette population. Vous vous rendez compte? Et l'avantage, comme je vous l'ai dit, nous mettons tout. Nous avons reçu plusieurs fois des missions qui sont passées. Nous mettons à leur disposition les documents. Nous transmettons ce qu'il y a. Et déjà aussi, le projet prise, c'est l'un des rares de projets en 2000, il faut que je précise ici, en 2019, qui a reçu un diplôme de la presse internationale sur ce qui est de probité morale, gestion managériale et aussi, on a parlé de probité morale, gestion managériale et d'intégrité. Ça, c'est très important que je le manifeste. Pour dire que réellement, le projet fonctionne dans toute transparence et que les choses sont bien mises au clair. À mon niveau, je peux bien le dire, mais ce sont les auditeurs internationaux que nous recrutons qui les confirment dans les rapports qu'ils les transmettent. Nous ne pouvons pas vous dire que nous sommes parfaits dans le mode de gestion, mais ce que nous pouvons dire à ces jours, les risques sont minimisables et appréciables, même au niveau du partenaire qui est la BAD, qui audite lui-même ces fonds mis à la disposition du gouvernement congolais. Parlons-en dans votre numéro qui reçoit aujourd'hui les coordonnateurs du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises de Onsunzu Kawakantanda qui est en mission dans l'espace Kassai. Monsieur de Onsunzu, s'il faut peut-être nous dire en termes chiffrés,
quel pourcentage, au regard de attentes, au regard de prévisions de ce projet, à quel pourcentage vous évaluez déjà l'exécution? Parce que vous avez cité les écoles, les hôpitaux ou centres de santé. Je dirais qu'à ces jours, de manière globale, s'il faut partir de manière particulière, pour ce qui est des infrastructures de base, les écoles c'est à 100%, les centres de santé c'est 100%, les latrines pour ce qui est de l'assainissement c'est 100%. Par contre, pour les addictions, pour les addictions en eau potable en milieu rural, nous pouvons approximer à 47% le taux pour ce qui est d'exécution physique. Mais le taux d'engagement financier est encore moins que ça, puisque nous attendons généralement que nous puissions vérifier, réceptionner ce qui est fait avant de pouvoir payer. Est-ce que vous avez des difficultés? Ah oui, les difficultés sont énormes. Ça, il faut que nous le disions ici, c'est un défi énorme et majeur. Vous savez, la zone centre de la RDC présente des difficultés d'accessibilité énormes. Aujourd'hui, nous travaillons dans les Sankourou. Il y a certains entrepreneurs qui doivent utiliser des pirogues, d'autres utilisent des bateaux pour construire ces ouvrages que vous constatez. Vous remarquerez que ces ouvrages, lorsque vous allez dans une contrée, vous ne trouvez que l'ouvrage du projet prise qui est construit et les gens se posent la question, comment ont-ils amené ces tôles ici? Comment ont-ils amené les bancs ici? Nous vous disons que c'est un défi majeur. Autre chose, nous avions été à un moment donné ralentis par les phénomènes malheureux des Camerounais Sampou dans la zone centre de la RDC. Nous avions aussi des difficultés, notamment au niveau, à un moment donné, aujourd'hui, de ce que nous ne pouvons pas oublier, à savoir la Covid-19 qui a paralysé pratiquement le pays, non seulement le pays, mais du point de vue international pour les travaux en mini-réseau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez constaté que le taux, vous avez posé la question de savoir si 60 sont finis, mais ils ne sont pas tous finis parce que la plupart des équipements viennent de l'extérieur. Nous n'avions pas pu faire des réceptions à l'usine à un moment donné parce que toutes les frontières étaient fermées et bloquées. Ça a perturbé la logistique du point de vue national et international. Voilà un peu les difficultés d'une manière sommaire de ce que nous avons connu dans le cadre du projet Prise. Nous sommes en train de terminer avec ce numéro de Parlons-en. Un petit mot, monsieur le coordonnateur, à tous ceux qui vous regardent. Ça veut dire d'abord les bénéficiaires, mais aussi toute cette population qui attend voir les réalisations des prises. Ce que je peux dire aujourd'hui à la population du Grand Kasaï, d'une manière générale, c'est d'abord une population qui est combattante, qui a de l'espoir. Ce que je demanderais, c'est de continuer à garder de l'espoir. Je sais que lorsque nous faisions des missions d'identification, en 2015, nous avons passé des nuits dans certains villages. Et pour certains, lorsque nous leur racontons que nous amènerons des ouvrages, nous sommes là pour ça. D'autres ne croyaient pas et ils disaient toujours, voilà, on nous a toujours promis, mais rien ne s'est réalisé. Je pense qu'aujourd'hui, certains sont en train de vivre ce que nous avions promis et en son temps. Et de toutes les façons, nous voulons aussi dire à cette population, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas, nos numéros sont publics. Nous travaillons pour vous. Nous sommes un projet, nous avons un mandat bien défini. Nous sommes aussi évalués. Donc vous aussi, vous avez le plein droit de nous évaluer, mais cherchez la bonne information pour avoir la bonne réponse aussi par rapport à vos différentes préoccupations. Je remercie beaucoup plus l'accueil que vous avez réservé d'abord aux autorités qui sont arrivées. Nous sommes beaucoup plus techniques, mais nous voudrons aussi ici préciser sur la pérennisation de ces ouvrages. Ces ouvrages appartiennent à vous qui êtes population, qui êtes bénéficiaire, qui êtes utilisateur. Ne prenez pas de la braise, un morceau pour aller écrire sur un mur. N'allez pas casser, puisque ce sont des ouvrages, comme vous l'avez tous constaté, que c'est la première fois pour certains depuis l'indépendance qu'on ait des ouvrages de ce genre dans la zone. Donc veuillez bien conserver ces ouvrages, veuillez bien les utiliser. Voilà ce que je peux dire à la population du Grand Kasaï. Ça, c'est le véritable mot maître. Pérenniser les ouvrages, les protéger, parce que c'est pour votre bénéfice. Encore, monsieur le coordonnateur du projet Prise, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans Parlons-en. Merci beaucoup. C'est vrai que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Si jamais il y a des opportunités, nous reviendrons encore vers vous pour d'autres précisions. Merci beaucoup. Merci, madame, messieurs, c'est complètement terminé pour ce numéro de Parlons-en. Parlons-en aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau de Coulisses TV le coordonnateur
national du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises, qui est en mission dans l'espace Kassai. Je crois que la mission est même à la fin, parce que la délégation doit déjà rentrer. Nous avons échangé sur l'importance des prises. D'abord, c'est quoi prise et quelle est son importance? Quels sont les ouvrages qui ont déjà été construits? Que reste-t-il encore à faire? Vous avez eu toutes ces réponses dans ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Richard Kabongo de King qui continue à piloter les machines pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous atteindre et que cette émission soit réalisée de la très bonne manière. Prochain rendez-vous, ce sera la prochaine. Mais un petit conseil, sans être frère de sang, devenons frères de cœur. C'est la moindre des choses à faire. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.